Bonjour, salut à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans Voyage au bout de la nuit. Et oui, c'est la rentrée et on repart sur de nouveaux romans, de nouvelles œuvres que j'espère pouvoir vous faire découvrir. Alors, on continue la lecture aujourd'hui avec un roman qui s'intitule Les âmes mortes, un roman de Nicolas Gogol. Et si vous êtes fan de littérature russe, eh bien, vous savez de quoi je parle. C'est un classique. Je suis contente de pouvoir le lire avec vous ici dans Voyage au bout de la nuit. Ça n'a jamais été le cas, je crois. Ou alors pas par moi. En tout cas, j'ai commencé le roman tout à l'heure. On va le continuer. Nous en sommes seulement à la première partie. Le nom exact du roman, d'ailleurs, est Les aventures de Tchitchikov, qui est le héros de notre roman, ou Les âmes mortes. Et vous allez voir que ce fameux Tchitchikov est un personnage un petit peu énigmatique. On ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop d'où il vient. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, de très poli, très civilisé, qui maîtrise totalement les codes de la bonne société. Et il se balade de dîner en dîner. Et au moment de notre lecture, il est invité justement par un certain Manilov. Et Manilov présente sa femme, qui est elle-même aussi dans le salon, et s'ensuit une conversation un petit peu amusante où ils échangent sur les personnes de la ville, les dignitaires, les amis. Et puis rien d'autre, eh bien, je vais continuer. Je n'oublie pas évidemment de vous parler du petit hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit. Vous savez, je vous en parle à chaque fois. Ce petit hashtag, pourquoi ? Parce que grâce à lui, vous pouvez donner une seconde vie à l'émission, un second souffle, puisque vous pouvez en parler ou partager les lectures sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a une page Facebook, je crois, de l'émission. Et sinon, je crois que certains lecteurs ou lectrices sont présents également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les suivre grâce à ce hashtag. Voilà, j'arrête là les commentaires et je poursuis la lecture. Si vous avez manqué la première partie, vous le savez, les replays sont disponibles pendant une semaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Allez, bon voyage à vous. Il alla continuer sur ce ton, mais s'apercevant qu'il s'embrouillait, il conclut avec un beau geste. Alors sans doute, la campagne et la solitude auraient bien de l'agrément, mais faute de société, il ne reste qu'à feuilleter de temps en temps le fils de la patrie. Tchitchikov approuva. Mener une vie retirée, contempler la nature, lire quelques bons livres, quoi de plus agréable. Cependant, insinua Manilov, tout cela sans amis pour s'épancher. Ah, comme vous avez raison, interrompit Tchitchikov. Qu'importe alors les trésors, plutôt qu'argent entassé, mieux vaut amis possédés, a dit un sage. Et savez-vous, Pavel Ivanovitch, dit Manilov en exagérant l'expression doucereuse de son visage, comme un médecin mondain édulcore à l'excès un médicament, s'imaginant le rendre agréable aux malades, eh bien, savez-vous, on éprouve alors, pour ainsi dire, une jouissance spirituelle. Comme en ce moment, par exemple, où le sort me réserve le bonheur unique de m'entretenir avec vous et de jouir de votre agréable conversation. De grâce, en quoi ma conversation peut-elle être agréable ? Je suis par trop insignifiant, objecta Tchitchikov. Oh, Pavel, permettez-moi d'être franc. Je donnerai de grand cœur la moitié de ma fortune pour posséder une partie de vos mérites. C'est moi qui tiendrai, au contraire, pour le plus grand. Je ne sais jusqu'où seraient allées ces mutuelles effusions si un domestique m'avait annoncé que le dîner était servi. « S'il vous plaît, dit Manilov, vous voudrez bien nous excuser ? Vous ne trouverez pas ici le luxe du grand monde, la chair exquise des capitales. Notre table est simple. Un bon vieux pot-au-feu russe, mais offert de grand cœur. S'il vous plaît. » Une nouvelle discussion s'éleva. Qui devait entrer le premier dans la salle à manger. De guerre lasse, Tchitchikov y pénétra de biais. 2 petits garçons s'y trouvaient déjà. Les fils de Manilov, arrivés à l'âge où les enfants sont admis à table, mais sur des chaises hautes.
Un précepteur était leur attaché, qui salua poliment en esquissant un sourire. La maîtresse de maison s'installa devant la soupière et plaça Tchitchikov entre elle et son mari, tandis qu'un domestique nouait leur serviette au marmot. « Ah, les jolis mignons !» dit Tchitchikov en les examinant. « Quel âge ont-ils » ? « Eh bien, l'aîné marche sur 8 ans. Le cadet en a eu 6 hier, » répondit Madame Manilov. « Thémistoclus, » dit Manilov en s'adressant à l'aîné, qui tâchait de dégager son menton pris dans sa serviette. Au prononcé de ce nom grec, auquel on ne sait pourquoi Manilov donnait en terminaison en « us », Tchitchikov dressa légèrement le sourcil, mais s'efforça aussitôt de reprendre sa physionomie habituelle. Thémistoclus, quelle est la capitale de la France ? Le précepteur concentra son attention sur Thémistoclus, qui semblait prêt à l'avaler, mais se calma complètement et approuva même de la tête en l'entendant répondre « Paris ». « Et la principale ville de Russie ?» interrogea encore Manilov. De nouveau, le précepteur reprit son air anxieux. « Pétersbourg » répondit Thémistoclus. « Et la seconde ? Moscou ?» « Bravo, mon petit ami !» s'écria Tchitchikov. « Mais dites-moi, » continua-t-il en s'adressant avec un air de grande admiration à Manilov, « savez-vous que cet enfant a beaucoup de moyens ?»« Oh, vous ne le connaissez pas encore, » dit Manilov. « Il est malin comme 4. Le cadet, Alcide, a l'esprit plus lent. Mais dès que celui-ci aperçoit le moindre scarabée, il roule des yeux, court après, l'examine. Je le destine à la carrière diplomatique. Thémistoclus, veux-tu être ambassadeur ? » Je veux bien, répondit Thémistoclus en mâchant son pain et en balançant la tête de droite et de gauche. À ce moment, le domestique planté derrière sa chaise moucha fort à propos. Pendant le dîner, la conversation roula sur les plaisirs de la vie retirée. Madame Manilov se permit subitement quelques remarques sur le théâtre municipal et sa troupe. Le précepteur observait les interlocuteurs et dès qu'il les voyait prêts à sourire, il ouvrait la bouche et parlait d'un franc rire. Sans doute, le brave garçon croyait ainsi reconnaître les égards que Manilov lui témoignait. Une fois cependant, il prit une mine rébarbative et frappa sur la table quelques coups secs, les yeux fixés sur ses élèves assis en face de lui. Attitude fort justifiée. Thémistoclus ayant mordu Alcide à l'oreille, celui-ci, yeux clos, bouche ouverte, allait jeter les hauts cris. Mais en comprenant que ces piailleries pourraient bien lui valoir la privation d'un plat, il ramena sa bouche à sa position normale et se reprit, les joues luisantes de graisse, à ronger, en pleurnichant une côtelette de mouton. À tout instant, la maîtresse de maison tourmentait Tchitchikov. « Vous ne mangez pas ? Vous n'avez rien pris ?» Et chaque fois, Tchitchikov répondait « Ah, je vous remercie, j'ai plus faim. Un agréable entretien rassasie mieux que le meilleur des mets. » Au lever de table, Manilov, au comble de la satisfaction, posa sa main sur le dos de son convive et voulait l'entraîner au salon. Quand soudain, celui-ci déclara d'un ton grave qu'il désirait l'entretenir d'une affaire urgente. « Bien dans ce cas, daignez passer dans mon bureau, » dit Manilov, en le menant dans une petite pièce qui donnait sur la Pinède au ton bleuissant. « C'est mon coin de prédilection, » fit-il. « Il est charmant, » dit Tchitchikov après l'avoir inspecté. La pièce n'était pas en effet sans agrément. Des murs d'un bleu pâle tirant sur le gris, 4 chaises, un fauteuil, une table sur laquelle reposait le livre à signer dont nous avons fait mention, quelques feuilles de papier usagées et surtout beaucoup de tabac. Tabac en paquet, tabac en blague, tabac en tas sur la table. Sur le bord des fenêtres s'élevaient des monticules de cendres, résidus de pipes alignés avec art. On voyait que le maître prenait parfois plaisir à ce passe-temps. « Installez-vous, je vous prie, dans ce fauteuil, » dit Manilov. « Vous y serez plus à l'aise. »« Si vous le voulez bien, je prendrai une chaise. »« Bien, permettez-moi de ne pas vous le permettre, » dit Manilov en souriant. « C'est le fauteuil des invités. Bon gré, mal gré, il faut vous y asseoir. » Tchitchikov obéit. « Permettez-moi de vous offrir une pipe. »« Oh non, non, je ne fume pas, » répondit Tchitchikov d'un ton de regret. « Pourquoi donc » dit Manilov sur le même ton. « J'ai évité de prendre cette habitude. On prétend que ça dessèche la poitrine. »« Oh, c'est un préjugé. Permettez-moi de vous l'assurer. »
Nous avions au régiment un lieutenant, garçon charmant et fort instruit. Eh bien, il fumait toujours à table, et même autre, sauf votre respect, il a maintenant la quarantaine, et Dieu merci, il se porte le mieux du monde. » Tchitchikov n'en disconvint pas. À l'en croire, il avait dans la nature bien des choses que les plus grands esprits ne sauraient expliquer. « Mais permettez-moi de vous demander, » continua-t-il d'une voix où perçait une note bizarre. Il jeta, sans raison apparente, un regard derrière lui, sans trop savoir pourquoi Manilov en fit autant. « Y a-t-il longtemps que vous avez remis votre feuille de recensement ?»« Fort longtemps, je crois, mais à vrai dire, je ne me souviens pas. »« Et depuis lors, vous avez perdu beaucoup de paysans ?»« Ma foi, je n'en sais trop rien. C'est l'affaire de mon intendant. »« Oh là, quelqu'un, appelez-moi l'intendant. Tiens, il devait venir aujourd'hui. » L'intendant, gaillard d'une quarantaine d'années, se présenta. Ce manant dégrossi, qui se rasait et portait surtout, devait mener une vie fort tranquille. Sa trogne bouffie, sa peau jaunâtre, ses petits yeux témoignaient qu'il connaissait trop bien édredon et lit de plumes. On devinait aussitôt qu'il avait fourni la carrière de tous les intendants. D'abord simple groom, il avait appris ses lettres, épousé une fille de confiance de madame, était devenu majordome, puis intendant et promu à cette fonction. Il avait bien entendu agi comme tous les confrères. Compère et ami des gros bonnets du village, il chargeait de corvée les pauvres diables, levés à 9 heures. Il attendait le samovar et prenait le thé sans se presser. « Dis-moi, mon brave, combien avons-nous perdu de paysans depuis le dernier recensement ?»« Combien ? Il en est mort beaucoup, » dit l'intendant en comprimant de la main un hoquet. « C'est bien ce que je pensais, » confirma Manilov. « Il en est mort beaucoup, oui, beaucoup, » en se tournant vers Tchitchikov. « Mais encore, combien ? » « Oui, combien ? Combien ? Comment savoir, personne ne les a jamais comptés. »« Justement, » dit Manilov en se retournant vers Tchitchikov, « c'est ce que je supposais. Les morts sont trop nombreux. On n'en connaît pas le nombre. »« Eh bien, l'ami, » fit Tchitchikov en s'adressant à l'intendant, « faites-moi le plaisir de les compter et d'en dresser un état nominatif. »« C'est cela, nominatif, » confirma Manilov. « À vos ordres, » fit l'intendant en se retirant. « Et que voulez-vous faire de cet état ?» s'enquit alors Manilov. Cette question parut embarrasser le visiteur. Il rougit, sembla faire un effort pour chercher ses mots. De fait, il était réservé à Manilov d'entendre des choses extraordinaires. Comme jamais encore oreille humaine n'en avait ouï. « Vous désirez savoir ce que je veux en faire, hein ? Eh bien voici, je désire acheter des paysans, » prononça enfin Tchitchikov qui s'arrêta net. « Permettez-moi de vous demander, » dit Manilov, « comment vous désirez les acheter ? Avec ou sans les terres ? » Non, il ne s'agit pas précisément de paysans, » répondit Tchitchikov. Je voudrais avoir des morts. »« Comment ? Excusez, je suis un peu dur de l'oreille, j'ai cru entendre un mot étrange. »« J'ai l'intention d'acheter des morts qui figurent comme vivants sur les listes de recensement. » Manilov, laissant tomber son chibouk, resta quelques minutes bouche bée. Les deux amis qui venaient de si bien raisonner sur les charmes de l'amitié demeurèrent immobiles, les yeux dans les yeux, comme ces portraits qui se faisaient autrefois pendant aux deux côtés d'un trumeau. Enfin, Manilov ramassa sa pipe et regarda en dessous Tchitchikov, tâchant de percevoir un sourire sur les lèvres de son hôte, qui sans doute voulait plaisanter. Il fut surpris de le trouver plus grave que jamais. Manilov se demanda si l'autre n'avait pas soudain perdu l'esprit, et le considéra avec épouvante. Il ne découvrit point dans ses yeux limpides la lueur inquiète, extravagante, qui erre dans les yeux des démons. Il eut beau se creuser la tête pour savoir quelle conduite tenir, il ne sut que rejeter en une mince volute la fumée demeurée dans son gosier. « Ainsi donc, je désirerais savoir si vous pouvez céder, vendre, faire passer en ma possession de telle manière que vous jugerez bon ces morts de fête, bien qu'ils vivent encore légalement. » Déconcerté, ahuri, Manilov le regarda sans mot dire. « Vous paraissez embarrassé, » insinua Tchitchikov. « Moi ?
Non, 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 pas précisément. Balbutia enfin Manilov, mais j'arrive pas à comprendre, excusez, je n'ai bien entendu pas reçu une aussi brillante éducation que celle que trahit pour ainsi dire chacun de vos gestes. Je ne possède pas le grand art de la parole. Peut-être votre phrase contient-elle un sens caché, peut-être êtes-vous, je sais pas, exprimé ainsi pour la beauté du style. Non, 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 insista Tchitchikov, je ne parle pas au figuré, il s'agit bien d'âmes mortes. Manilov perdit définitivement contenance. Il sentait qu'il devait faire quelque chose, poser une question, mais laquelle? Le diable seul le savait. Il laissa échapper un nouveau jet de fumée par les narines cette fois. Ainsi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, procéder à la rédaction de l'acte de vente, dit Tchitchikov. Un acte de vente pour des âmes mortes. Non pas, reprit Tchitchikov, nous les mentionnerons comme vivantes, ainsi qu'elles figurent dans la feuille de recensement. Je me conforme toujours aux lois. Cela m'a valu bien des désagréments, mais excusez, le devoir est pour moi une chose sacrée, et je m'incline devant la loi. Ces derniers mots plurent à Manilov, qui cependant n'arrivait toujours pas à comprendre le fond de l'affaire. En guise de réponse, il tira de si violentes bouffées que son tchibouk se mit à souffler comme un basson. Il semblait vouloir en extraire une opinion sur cette conjoncture inouïe, mais le tchibouk ne savait que siffler. Auriez-vous une arrière-pensée ? Oh, pas le moindre du monde, je ne nourris aucune méfiance à votre égard. Permettez cependant une question. Cette affaire, ou plutôt cette négociation, je dis bien cette négociation, ne serait-elle pas contraire aux institutions et aux vues subséquentes de la Russie? Ici, Manilov, levant légèrement la tête, posa sur Tchitchikov un regard éloquent et donna à tous ses traits, à ses lèvres contractées, une expression si profonde que jamais peut-être on n'en vit de semblable, sauf sur le visage d'un grand homme d'État, aux prises avec une question épineuse. Mais Tchitchikov répondit avec simplicité que semblable affaire ou négociation ne saurait être contraire aux institutions ni aux vues subséquentes de la Russie. Au bout d'une minute, il ajouta que le fisc ne ferait qu'y gagner, puisqu'il toucherait des droits d'enregistrement. Vous croyez ? J'en suis sûre. Dans tous les cas, je n'ai rien à objecter, déclara Manilov, tout à fait tranquillisé. Il ne nous reste plus qu'à nous entendre au sujet du prix. Du prix ? S'exclama Manilov. Et après une pause, croyez-vous donc que je demande de l'argent pour des âmes qui ont, en une certaine mesure, terminé leur existence ? Puisque, révérence parlée, cette fantaisie vous est venue, je vous les cède gratis et prends en mon compte les frais d'acte. L'historien de ces événements encourait un grave reproche s'il omettait de noter le plaisir que ces paroles causèrent aux voyageurs. Si grave et posé qu'il fût, il faillit se livrer à une cabriole, signe, on le sait, du plus vif enthousiasme. En se trémoussant violemment sur son fauteuil, il fit une belle déchirure à l'étoffe de laine qui recouvrait le dossier. La gratitude lui inspira un tel flot de remerciements que Manilov, qui l'avait d'abord considéré avec une certaine inquiétude, se troubla, rougit, hocha la tête, expliqua enfin que c'était pure bagatelle et qu'il voudrait pouvoir lui donner une preuve plus efficace de sa sympathie. Il parla du magnétisme des âmes, de l'entraînement du cœur. Quant aux âmes, en une certaine mesure défuntes, elles valaient en fait moins que rien. Bien au contraire, dit Tchitchikov en lui serrant la main. Un profond soupir lui échappa, il semblait disposé aux confidences, car au bout d'un moment, il proféra d'un ton pénétré. « Si vous saviez quel service vous venez de rendre à un pauvre être sans foyer, seul au monde. Que n'ai-je enduré dans ma vie, frêle, esquive ballottée sur des flots en courroux. J'ai connu toutes les amertumes, vexations, persécutions. Et cela pour avoir aimé la justice, pratiqué l'honnêteté, tendu la main à la veuve, donné asile à l'orphelin. » Ici, Pavel Ivanovitch essuya en pleurs. Les deux amis restèrent longtemps la main dans la main, les yeux dans les yeux. Des larmes perlaient à leurs paupières. Manilov, dont l'émotion atteignait le paroxysme, ne lâchait plus la main de notre héros, qui réussit enfin à se dégager en douceur. Le contrat, déclara Tchitchikov, devrait être passé au plus tôt. Et pour cela, Manilov ferait bien de venir au chef-lieu en personne. Sur ce, il prit son chapeau et voulut prendre congé. « Comment, vous partez déjà ?
s'écria presque réveillé Manilov, comme s'il sortait d'un songe. À ce moment, son épouse entra. « Bien, figure-toi, Lise, fit-il d'un air consterné, Pavel Ivanovitch nous quitte. »« C'est qu'il s'ennuie chez nous, répondit Madame Manilov. « Madame, s'exclama Tchitchikov, en posant la main sur son cœur. C'est là, oui, c'est là que restera gravé le souvenir des agréables minutes passées chez vous. Je ne saurais concevoir plus parfaite félicité que de vivre avec vous, sinon sous le même toit, du moins dans le voisinage le plus proche. » En vérité, Pavel Ivanovitch, dit Manilov, aussitôt séduit par cette idée, comme il ferait bon vivre ensemble sous le même toit, ou philosopher à l'ombre d'un ormeau. « Oh, ce serait le paradis !» confirma dans un soupir Tchitchikov. « Adieu, madame !» continua-t-il en baisant la main de son hôtesse. « Adieu, mon respectable ami. N'oubliez pas ma prière. »« Soyez tranquille, répondit Manilov. Nous nous reverrons dans 2 jours. » On passa à la salle à manger. « Au revoir, mes petits amis, dit Tchitchikov en apercevant Alcide et Thémistoclus, occupés à jouer avec un hussard en bois qui avait déjà perdu bras et nez. « Au revoir, mes mignons. Si je ne vous ai rien apporté, c'est, voyez-vous, que j'ignorais votre existence. Excusez-moi, la prochaine fois, je me rattraperai. Toi, tu auras un sabre. Veux-tu un sabre ? Oh oui, 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 répondit Thémistoclus. Et toi, un tambour. C'est entendu, n'est-ce pas, un tambour ? Poursuivit-il en se penchant vers Alcide. Dampour, murmura Alcide en baissant la tête. Et parfait, je t'apporterai un tambour. Et quel tambour ? Ta-ta-ta-ta-ta. Au revoir, mon chéri, au revoir. Il l'embrassa au front et adressa à Manilov et à son épouse le petit rire qui atteste aux parents l'innocence de leurs enfants. Vous feriez mieux de rester, Pavel Ivanovitch, supplia Manilov quand ils furent sur le perron. Voyez quel nuage. Ce n'est rien. Mais au moins, connaissez-vous le chemin pour vous rendre chez Sobakevitch ? Bien, j'allais vous le demander. Permettez que je l'indique à votre cocher. Toujours aimable, Manilov expliqua au cocher qu'il fallait brûler 2 chemins de traverse et s'engager dans un 3e. Compris, votre seigneurie, fit le cocher, et Tchitchikov partit, tandis que ses hôtes se soulevaient sur la pointe des pieds, agitaient leurs mouchoirs et prodiguaient des salutations. Manilov suivit des yeux la britchka qui s'éloignait, et quand elle eut disparu, demeura longtemps à fumer sur le perron. Il rentra, enfin, s'assit sur une chaise et savoura la satisfaction d'avoir rendu un léger service à son invité. Puis ses pensées passèrent insensiblement à d'autres sujets, pour s'égarer enfin, Dieu sait où. Il évoqua d'abord les charmes de l'amitié, le bonheur de la vie en commun, sur le bord d'un fleuve. Aussitôt, il jeta un pont sur ce cours d'eau, éleva sur la rive une maison, à Haut-Belvédère, d'où la vue s'étendait jusqu'à Moscou, et sur lequel on prendrait le thé, le soir en échangeant d'agréables propos. Il se vit en compagnie de Tchitchikov, arrivant en bel arroi, dans une société où leurs bonnes manières enchantaient l'assemblée. Il rêva que la plus haute autorité du pays, mise au courant de leur rare amitié, les nommait généraux. Mais l'étrange demande de Tchitchikov vint soudain interrompre le cours de ses divagations. Il ne pouvait se faire à cette idée. Plus il la roulait dans sa tête, moins il la comprenait. Et jusqu'au souper, il la rumina, tout en fumant sa pipe. Et je vais m'arrêter là parce que ça tombe très bien. J'entamerai avec vous le 3e chapitre lors d'une prochaine émission. Les choses commencent à se resserrer autour du personnage énigmatique de Tchitchikov. J'espère qu'on en découvrira un peu plus lors de la prochaine lecture. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, une belle nuit si vous allez vous coucher, et on se retrouve très vite sur C8. Ciao.